Alors, pour ma part, je vais présenter la première séquence thématique de l'après-midi qui portera sur la monographie d'architecture, ou plutôt les diverses formes de monographie d'architecture. Alors, c'est assez ironique lorsqu'on a entendu ce matin Alexandre Gady prophétiser la fin de la monographie d'architecture, mais donc en réalité, la monographie d'architecture a aussi de beaux jours devant elle, sans doute, à la fois comme mode d'écriture de l'histoire et en même temps comme approche de la production dessinée et bâtie. Alors, donc les trois interventions de cet après-midi portent sur des figures qui ne sont pas des inconnus. Enfin, la question de la monographie d'architecte a été, depuis quelques années, évidemment traversée par bien des décennies de travaux sur les questions que pose l'approche biographique. Et évidemment, ce que l'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va examiner, ce dont il sera question à travers la confrontation de ces trois projets, c'est à la fois la manière dont la personnalité en question, l'architecte en question, peut être abordée différemment selon sa fortune ou son infortune historiographique, mais également en fonction du nombre d'acteurs, entre une monographie qui est écrite à plusieurs mains ou une monographie qui témoigne du travail d'un chercheur, et également une variété qui tient aussi au type de projet, puisqu'il s'agit, selon les cas, d'expositions, de colloques ou de publications collectives. Voilà, donc je vais immédiatement céder la parole à Simon Texier. Simon Texier, qui est professeur à l'université Jules Verne à Amiens, et qui nous parlera d'un sujet qu'il connaît très bien, parce qu'en fait, il va nous parler de Georges-Henri Pinguusson. Voilà. Bien, bonjour à tous. J'ai pas prévu d'images pour illustrer le propos. Enfin, il y a beaucoup d'images à la Cité de l'Architecture, donc je vous invite à aller voir ces documents. Donc l'exposition actuellement présentée jusqu'au 2 juillet rassemble environ 300 documents, graphiques évidemment, mais aussi documents de correspondance. J'y reviendrai dans un instant. Ce que je voulais évoquer donc, pour aborder la question monographique, c'est faire un peu puisqu'il se trouve que cette exposition a été faite 20 ans après un travail de doctorat, donc évoquer un peu le hiatus, enfin, et l'écart temporel entre l'exploration d'un fonds d'archives, son exploitation maximale dans le travail d'une thèse qui, par définition, essaye d'exploiter le plus possible les documents, et à l'inverse, le travail d'une exposition qui impose, vous vous en doutez, de faire des choix drastiques, parfois un peu douloureux. Donc c'est autour de ça que je vais centrer mon intervention. Alors, pour revenir sur le travail de thèse, ce qui m'avait intéressé petit à petit, parce que évidemment, l'hypothèse qui sous-tend une thèse de doctorat, elle ne vient pas du premier coup. D'ailleurs, c'était assez amusant à l'époque, on parlait de monographie. Alors, déjà, par exemple, l'idée reçue sur la monographie, c'est facile. J'ai entendu ça. Monographie, pas de problématique. Bon, première nouvelle. Alors, pas de problématique, j'y viens, parce que ça, c'est quelque chose que je raconte souvent à mes étudiants, quand je leur parle justement de cette question de la problématique, comment est-ce qu'on échafaude une problématique dans le cadre d'un mémoire de master ou de doctorat. Je leur raconte souvent la manière dont, personnellement, ça m'est arrivé et comment j'ai eu à réfléchir sur cette question. Pour le cas de Pinguusson, il me semblait important que, par exemple, chaque chapitre de la thèse soit elle-même une sorte d'essai problématisé, même si ça n'excluait pas un certain nombre de documents, enfin de propos très factuels. Donc l'idée n'était pas de faire un essai théorique sur Pinguusson, mais de prendre Pinguusson comme une sorte de sonde. C'était l'image de la sonde qui m'avait paru la plus appropriée. Une sonde plongée, placée dans l'histoire du mouvement moderne en France, confrontée évidemment à des personnalités incontournables qu'il a côtoyées, notamment Perret et Le Corbusier, mais aussi pas mal d'autres.
Et cette sonde, petit à petit, des années 20 jusqu'aux années 70, permettait d'éclairer un certain nombre de phénomènes, le régionalisme, le modernisme et la modernisation de l'architecture, l'engagement autour de certains, au sein de certains groupements, l'UAM évidemment, mais aussi la Société Architecture et Préfabrication. Donc Pingusson a été l'un des fondateurs, bon, société très éphémère. Son engagement auprès de fabricants, de diffuseurs de la connaissance technique, du syndicat des architectes de la Seine, son engagement comme enseignant, etc. Et donc à chaque fois, l'œuvre et la réflexion de Pingusson permettaient vraiment d'avoir une sorte d'imaginer pouvoir faire le portrait d'une génération d'architectes, en l'occurrence de plusieurs générations, puisque Pingusson, comme beaucoup d'architectes, a travaillé 50 ans, ce qui lui a donné l'occasion de côtoyer vraiment un grand panel de personnalités. Par exemple, l'une des idées qui me semblait importante, c'était la question de l'architecture française, avec un vrai débat qu'on ne discute pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est sulfureux, mais Pingusson était en plein dans ce débat autour de 1934-1935. Il y a un fameux numéro de l'architecture d'aujourd'hui que dirige Pierre Vago, et le numéro est dirigé par Pierre Vago lui-même, sur cette notion d'architecture française, dans une époque très troublée. Qu'est-ce que le modernisme est-ce qu'il y a un modernisme à la française, une modernité à la française? L'UAM aussi a été confronté à cette question-là, notamment par le biais de certaines critiques venues d'outre-Rhin. Je pense notamment à ce que Julius Posner écrivait sur le côté très maniériste des producteurs de l'UAM. Bon, de fil en aiguille comme ça, autour évidemment d'œuvres importantes comme le Latitude 43, comme le mémorial de la déportation qui ont fait l'objet de 2 chapitres spécifiques. Le Latitude 43 par exemple, et quelques projets associés qui le suivent, permettait par exemple d'interroger la question du style paquebot, qui, vous le verrez peut-être dans l'exposition aussi, est sous-jacente. Un style paquebot qui, de la même manière, me semble extrêmement pris à la légère. C'est-à-dire que cette métaphore du bateau dans l'architecture des années 20-30, elle peut être une métaphore légère, mais quand Pingusson fait une esquisse pour le mémorial de la déportation, et qu'il met des hublots avec la figure d'un déporté devant la Seine, là on n'est plus trop dans la légèreté, ce qui montre bien que cette image pour Pingusson était extrêmement puissante. Voilà, donc une série de problématiques, et puis arrive le moment de conclure la thèse, en 1998, et le moment arrive un peu fatidique de se dire, bon, alors, quelle est la thèse qui supporte le tout, qui chapeaute la démonstration? Ça a mis assez longtemps à se décanter, et puis tout d'un coup, c'est apparu, et c'est apparu lorsque j'ai revu un peu les propos de Pingusson, et lorsque j'ai examiné un certain nombre d'échecs, la notion d'échec dans la carrière d'un architecte, dont forcément on cultive une certaine empathie de plus en plus au fur et à mesure qu'on passe sa vie avec lui pendant 3 ou 4 ans. J'aurais tendance à dire qui aime bien châtie bien. Autant Pingusson est un personnage admirable, autant il s'est planté, entre guillemets, dans un certain nombre de situations. Et cette culture de l'échec, parfois, qui n'était pas du tout constitutive de Pingusson, mais qui a été qui a marqué une partie de son parcours, me semblait être le problème d'une stratégie, d'un positionnement, et en reprenant les écrits de Jean-Pierre Éperon, ça m'a orienté vers la question de la doctrine. Comment un architecte échafaude sa doctrine. Et par exemple, dans la conclusion de la thèse, je citais un petit texte d'André Granet qui date de 1916, qui est son unique contribution théorique. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'architecte aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui, demain. Un tout petit texte. André Granet, vous l'imaginez, n'est pas un théoricien, c'est quelqu'un dont on connaît la très grande production, mais qui n'a jamais pris beaucoup de position. Et de fait, ça m'avait frappé de voir
un créateur qui, au tout début de sa carrière, écrit un texte. Et pour lui, c'est le texte. Et puis, il n'y en aura pas d'autre. Il y a des architectes qui, au contraire, ne cessent de s'interroger, comme Pingusson, et qui essayent d'échafauder une sorte de, non pas de théorie, mais plutôt de doctrine, avec des éléments de théorie, mais qui constitueraient plutôt une sorte de grand, pas fourre-tout, mais enfin, de grands dispositifs sur lesquels ils vont tenter de s'appuyer en prenant des positions dans un cas, dans un autre. Et petit à petit est venue donc cette idée que Pingusson était à la recherche d'une doctrine en permanence, sur plein de sujets, l'outil, l'église, le mobilier, le décor, la profession, la manière dont la profession doit se comporter, dont les architectes doivent collaborer ou non, être en concurrence ou non avec les ingénieurs. Tout ça, ça fait partie donc de ce que Jean-Pierre Éperon appelle la doctrine, c'est-à-dire une sorte de positionnement général face au projet, mais aussi dans le monde professionnel. Et l'idée de l'impossible doctrine s'est un peu dégagée, ce qui m'a amené à défendre cette thèse, qui, soit dit en passant, n'a pas beaucoup été discutée, ce qui m'a un peu surpris, parce que c'était vraiment une thèse qui me semblait assez discutable, justement, qui prêtait à la discussion, et je n'ai pas eu beaucoup de débats avec beaucoup de mes aînés ou de mes pairs autour de cette question. Et Pingusson parle dans un texte relativement tardif d'une sorte de transcendance poétique du concret, ça c'est le texte qu'on a repris à la fin de l'exposition. Transcendance poétique du concret, je me suis dit cette phrase, voilà, il faut qu'elle figure dans le titre de la thèse, et en regard, je vais mettre mon regard de jeune historien dessus, et pour moi cette transcendance poétique du concret, cette remise en cause permanente de toutes les théories dominantes. Pingusson a toujours été un peu en lutte avec des éléments de théorie dominants, avec la profession, avec des professionnels aussi du bâtiment, le clergé pour ce qui concerne l'architecture religieuse. Et au fur et à mesure, j'avais vraiment le sentiment que cette manière de se positionner qu'avait Pingusson était le reflet d'une impossible doctrine. Bon, voilà pour résumer un peu ce qu'était le propos qui venait chapeauter une réflexion sur un très beau fonds d'archives et sur 50 ans de création. Donc le fonds d'archives, il était extrêmement riche, il l'est toujours, et donc il a été le support de quasiment 90% de la thèse. Vient ensuite le moment de l'exposition, donc 20 ans après. Alors, il y a deux choses qui se passent quand on fait une exposition 20 ans après sa thèse. C'est est-ce que j'ai changé de regard sur le personnage en question et qu'est-ce que je vais mettre pour expliquer à un public large et non plus un public d'universitaires seulement, qu'est-ce que je vais mettre pour illustrer ce parcours. Donc, à la première question, est-ce que j'ai changé d'avis? Pas vraiment. Pingusson me semble toujours le même. Alors, peut-être que je me trompe. J'ai pris quand même en considération un certain nombre de choses qu'on m'a dites, ou que j'ai entendu dire, que le travail que j'avais fait sur Pingusson ne mettait pas suffisamment en évidence peut-être le côté inventeur, très inventif de Pingusson. Ça, ceux qui l'ont côtoyé le disent très bien. Mais ça participe aussi en fait de cette quête du renouvellement permanent, donc je ne l'avais pas totalement occulté. Alors, en effet, le regard que l'exposition traduit n'est pas très différent de ce qui est dans la thèse et dans son dérivé, le carnet d'architecte publié en 2010. Il n'y a pas beaucoup de changement de position. Je pense toujours que Pingusson est quelqu'un à la fois d'admirable, et je vais y venir dans un instant, peut-être que l'exposition ne le montre pas tout à fait assez dans son humanité, mais parce qu'il a fallu faire des choix sur les documents. Autant aussi, ce personnage admirable a été à un moment donné quelqu'un de faillible qui aurait pu ou qui aurait dû, alors je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas dit tu aurais dû faire ça, ça ne m'est jamais arrivé,
Je n'ai pas dialogué beaucoup avec Pinguusson la nuit, dans mes rêves, mais je me dis que quand même sur certains dossiers, dans certains domaines, il aurait peut-être pu louvoyer un peu, et ce n'était pas du tout sa manière de penser. Donc pourquoi Pinguusson, tu n'as pas fait de logement social? Pourquoi tu n'as pas construit des grands ensembles? Ben, c'est comme ça, c'est justement une certaine grandeur du personnage que de ne jamais être rentré dans ce moule. Et Dieu sait si pourtant il a essayé de temps en temps de rentrer dans le moule, mais ça ne passait pas. Par exemple, en 1944-1946, il essaye vraiment d'être au cœur de la réflexion sur la préfabrication. Il y a cette très belle maison de 1947 qu'il expose à côté du Grand Palais. Il rend hommage à Jean Prouvé très simplement en disant voilà, je vais faire une maison type Jean Prouvé, non pas en métal mais en béton. Et tout ça n'aboutit pas. Et puis, comme vous le verrez dans l'exposition, le passage à Sarrebruck est aussi un moment un peu compliqué, qui lui vaut une très belle commande qui est l'ambassade de France, mais un éloignement de la France, justement, et au moment où il se replie, entre guillemets, sur le département de la Moselle, il devient une sorte d'urbaniste en chef qui endure un certain nombre de réflexions, de traitements assez brutaux. Quand on le traite de faiseur de maquettes, c'est un moment qui est assez difficile dans sa vie personnelle et dans sa vie même, dans l'économie de son agence, puisqu'il le dit très clairement, à ce moment-là, je ne gagne plus un rond. Et c'est quelqu'un qui aura toujours du mal, c'est vrai, à tirer son épingle du jeu sur le plan économique et à faire vivre véritablement une agence dans laquelle il y a toujours eu très peu de monde. Et cette agence était dans l'appartement de Pinguusson pendant un certain temps. Donc pour ne pas être trop long, j'en arrive à l'exposition. Donc le choix des documents, évidemment, il a été parfois assez douloureux, puisque vous le savez, l'exposition se tient sur 150 mètres carrés. Donc dans 150 mètres carrés, on peut faire le forcing et bourrer un peu. Il y a 300 documents environ, mais il a fallu faire des choix, notamment dans la manière de présenter les documents. Je crois que ça a été abordé ce matin. Quel type de documents on met en avant et quel type de documents on cherche plutôt à reproduire. Donc pour rappeler la structure de l'exposition, c'est une croix qui accueille donc 4 focus sur le Latitude 43, le mémorial, les églises et le village de Grillon. Et sur cette partie centrale de l'exposition, il n'y a que des documents originaux, que des dessins issus du fonds d'archives ou arrivés récemment aux archives avec le don qu'on fait à Loin et Mauduit autour de Grillon. Et tout autour, de manière assez classique, sont présentés en 4 périodes le parcours, les œuvres majeures et mineures de Pinguusson. Donc un parcours biographique qui essaye, disons, de ne pas négliger tous les petits projets. Un petit projet d'immeuble vers la rue Renoir en 1930 qui raconte plein de choses aussi de la manière dont Pinguusson se situe par rapport à un cahier des charges, justement, où il renverse complètement le cahier des charges et du coup n'a pas la commande de l'immeuble. Tous ces petits projets aussi, alors on n'a pas le temps d'en parler, mais ça, vous le savez sans doute, il y a un Pinguusson qui n'était pas connu, mais que Maurice Culot notamment a contribué à faire connaître dans les années 90, c'est le Pinguusson régionaliste. Il y a cette période 1922-25 qui est intéressante, enfin 25-28, pardon, et cette collaboration, puisque Pinguusson, au début de sa carrière, travaille en binôme avec un architecte nommé Paul Furier, qui décède très tôt, et après le décès de Furier, Pinguusson se retrouve seul et lance son agence dans une autre mouvance. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail du montage de cette exposition, mais juste rappeler peut-être, et je crois aussi que ça a été évoqué ce matin, la question des pièces écrites dans une exposition d'architecture. Parce que montrer des dessins, bon, d'accord. Faire dialoguer les dessins avec un état des bâtiments plus problématique quand on n'a pas de budget. Un grand photographe d'architecture que j'aurais aimé beaucoup faire travailler sur l'Expo Pinguusson s'est proposé, et pour
pour faire un reportage, ça n'a pas été possible. Et je l'ai très clairement expérimenté lors des visites de l'exposition qui ont été faites. Le dialogue entre les dessins, les projets et l'état des bâtiments. Comment parler d'un projet sans avoir la photo vraiment parlante de la réalisation, quand il y a réalisation, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a une sorte de petit regret. Puis l'autre regret, enfin, qui est modeste, parce qu'on a quand même mis pas mal de pièces écrites, mais je pense qu'on aurait pu en mettre plus. Il aurait fallu en mettre plus, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Un architecte, ça produit beaucoup de papier, ça produit de la paperasse, mais ça produit aussi des courriers, ça reçoit du courrier. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la production, mais aussi il y a le côté exogène d'un fonds d'archives qui est toujours très important. C'est tous les documents que l'on accumule, que l'on met de côté, qui permettent justement d'aller étayer un projet, notamment pour l'architecture religieuse. Pingusson s'est beaucoup documenté et il a essayé d'apporter la preuve, un certain nombre de preuves, de l'antécédence du plan centré de l'église avec autel au centre. Ces pièces écrites, dans le fond Pingusson, elles sont quand même assez essentielles. On voit un personnage qui, quand même, pendant quelques dizaines d'années, au cœur de l'histoire de sa profession. Donc il dialogue avec Charles Perriand, avec Le Corbusier, avec qui il y a des échanges assez croustillants même, autour de Briey, et puis autour d'un épisode que je raconte souvent, qui est le moment où Pingusson écrit à tous ses confrères pour qu'ils se désistent en faveur de Le Corbusier lors du concours de 1961-62 pour un grand stade. Là, les lettres sont à la Fondation Le Corbusier, mais c'est des choses qui auraient été intéressantes de montrer quand Le Corbusier réagit à cette naïveté de Pingusson, qui était de croire que la profession aurait pu faire un cadeau à Le Corbusier. Il y a plein de choses comme ça, le positionnement de Pingusson lors du débat, enfin de la polémique sur le plan d'urbanisme de Saint-Dié, la position de médiateur qu'il a dans cette histoire avec Jean Prouvé. Ça, ce sont plein de documents qui montrent justement un personnage. Et je pense que le public, grand public ou public de spécialistes, quel qu'il soit, est très friand de ses correspondances, de ses papiers en tête, du graphisme, d'un papier en tête UAM, d'un papier en tête du syndicat des architectes de la Seine. Tout ça participe vraiment à la fois de l'humanité des personnages qu'on expose, et puis aussi d'une documentation que les dessins ne peuvent pas difficilement traduire. Voilà en gros ce qui était un peu le propos de cette exposition, qui donc ne reprend pas stricto sensu évidemment un travail de thèse, puisqu'il y a un écart temporel et surtout il y a cet écart méthodologique de l'exercice qui, alors pour le coup peut-être heureusement qu'il y a eu 20 ans d'écart, comme ça il n'y avait pas cette tentation justement de vouloir tout dire, mais en même temps après 20 ans d'attente on se dit il n'y en aura peut-être pas une deuxième, donc c'est le moment ou jamais. Donc il faut en mettre le plus possible et on se bat contre des moulins parfois ou contre un budget un peu maigre alloué à ce projet d'exposition. Mais je suis malgré tout extrêmement heureux que le public puisse enfin avoir accès à ces dessins qui sont d'une manière générale assez remarquables. Je rencontrais un architecte le soir du vernissage qui me disait « les dessins de Pingusson ne sont pas très précis ». C'était amusant de voir une architecte praticienne en plein dans le métier aujourd'hui et qui voit la manière dont on dessine dans les années 20, 30, 40, qui se dit « tiens, mais à quoi ça mène tout ça ?» Et c'est vrai que dans une expo, on montre moins les documents d'exécution que les esquisses qui sont plus flatteuses peut-être, plus agréables à regarder. Voilà, je vais peut-être m'arrêter, je crois que j'étais déjà un peu long. Non ? Bon, merci.